Mesdames et messieurs, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs et les demoiselles, vidéo lecture du mois d'avril. On est en avril. Et vous allez voir que c'est un mois un peu complexe. C'est un mois... genre c'est vraiment mitigé, les lectures que j'ai eues ce mois-ci. Il y a eu du très bon, il y a eu du très pas bon, il y a eu un peu d'entre-deux. Enfin, c'est un mois bizarre. Et même pour pas vous mentir, j'ai eu quelques petites, voire même grosses déceptions, parce qu'il y a des trucs, pour le moment, je sais pas. En fait, je sais même pas où j'en suis avec cette série, tu vois. Je sais même pas si j'ai envie de continuer. Mais on va commencer avec du positif quand même, du bon positif. Avec, yes, la pile n'est absolument pas rangée, c'est un plaisir. Le tome 3 de la série Sons of Anarchy, ouais, c'est le tome 3. D'ailleurs, j'ai capté un truc tout à l'heure en faisant la pile, c'est que c'est bien marqué que c'est des one-shots derrière. Donc là, c'est le one-shot numéro 3. Parce que je vous précise à chaque fois que déjà, si vous n'avez pas regardé la série télé, vous pouvez pas lire ça parce que vous n'allez pas connaître les personnages. Et en plus de ça, ça se passe dans des ellipses. Donc ça remplit des trucs que tu ne vois pas dans la série, évidemment. Ça crée même, surtout avec ce tome-là, je trouve vachement intéressant pour ça. Ça crée du lore en plus sur la série. Il y a un nouvel MC dedans qui est créé, qui est présenté. Même deux, je crois. Et rien que pour ça, cette série, elle est vachement intéressante si vous êtes fan de Sons of Anarchy. Comme pour les deux premiers tomes, c'est Ed Brisson au scénario et Damien Couceiro au dessin. C'est toujours très stylé niveau de dessin. Alors... je trouve que le niveau de dessin est un peu en dessous des deux autres tomes. Notamment, je trouve que les visages sont pas les plus détaillés dans ce tome-là. Dans ce tome-là, on n'est pas du tout centré sur les Sons de Californie, on est concentré sur les Sons d'Arizona, donc sur Sam Taz, même si évidemment Sam Crow est inclus dedans parce que c'est la raison d'être de la série. J'ai un truc qui m'a dérangé sur les premières pages, faut que j'en parle parce que voilà, je peux pas sérieusement envisager de parler de ce comic sans parler de ça. Si vous n'êtes pas du tout familier avec le côté Hells Angels, MC, tout ça, sur le dos des gilets qu'ils portent, donc tu as le nom du club, tu as le logo, et en dessous tu as l'état dans lequel ils sont. Sam Crow, c'est Californie, et là tu suis Sam Taz, donc qui est en Arizona, donc ils ont le bandeau Arizona. Sauf que sur les premières pages, ils ont bugué, enfin je sais pas, il y a eu un problème, et je vais essayer de compter, mais sur au moins 5-10 premières pages, quoi, et c'est marqué Californie derrière. Alors, vous dites, on s'en bat les couilles. Bah non, c'est des mondes séparés, si tu veux. Et dans la logique de l'histoire, ça n'a aucun sens qu'il soit aussi marqué Californie. C'est moi qui chipote un peu, même si je trouve que c'est pas du chipotage, là, pour le coup, parce que c'est quand même abusé, c'est tout le principe de la série. Mais voilà, je note, et ça gâche pas du tout la lecture, parce qu'après, ça s'arrange, il marque Arizona derrière, et tout se passe bien. J'en parlais, ce qui est vraiment génial, c'est que ils étendent vraiment le lore de la série. C'est peut-être même un peu frustrant parce que c'est un lore qui ne sera pas exploité dans la série télé, mais ils agrandissent le lore de la série, enfin du monde Sons of Anarchy en général, parce que maintenant t'as aussi un spin-off qui s'appelle Mayans MC, en créant des nouveaux groupes de bikers. Donc là-dedans, tu as les Sons of Anarchy, tu as aussi un groupe qui s'appelle le Slaughter, et tu as un autre qui s'appelle les Screaming Devils, je sais plus, un truc comme ça. Et comparé à d'autres comics dérivés d'univers où tu lis parce que voilà, t'es content de retrouver les personnages, tout ça, et particulièrement dans ce tome-là, t'as un vrai intérêt à lire le truc, parce qu'ils prennent le matériel de base et ils en font un truc encore plus cool. Ah si, la frustration. C'est court, c'est extrêmement court. Ouais, chapitre 11, 12, 13, 14, il y a 4 numéros dedans. Alors, c'est cool parce que on va se dire que l'histoire, elle monte très vite crescendo et ça se conclut assez rapidement, donc c'est vraiment sympa la lecture, mais par contre, tu fermes le tome et t'en veux plus, quoi. Alors c'est génial, hein, parce qu'au moins tu te fais pas chier, mais t'es en mode, putain c'est court quoi. Donc cette série-là, énorme reco, si vous pouvez les choper, c'est pas mal. On va parler d'un truc un peu moins génial. Quand je vous ai fait la vidéo sur mes objectifs de lecture, à la fin je vous ai mis une liste des séries que je voulais lire depuis longtemps. J'ai acheté un tome 1 de ces séries-là, et j'ai acheté le tome 1 de Sweet Tooth. Beaucoup de gens aiment cette série, j'ai l'impression. Et pour le moment, en tout cas, après ce tome 1-là, et vous voyez que quand même le tome est fat. J'ai pas compris pourquoi. C'est scénarisé et dessiné par Jeff Lemire et le coloriste, on va le citer parce que quand même ils sont que deux sur le truc, c'est José Villarrubia. J'avais totalement l'effet de surprise sur cette série parce que je savais absolument pas de quoi ça parlait. Et en fait c'est une histoire post-apo. Quand on se place à l'époque du comic, c'était il y a 7 ans, et en fait tous les enfants qui sont nés après ce virus là sont nés mi-hommes mi-animaux. Et en fait tu suis l'histoire de Gus. Ça va être la partie légèrement spoiler, même si c'est le fil rouge central de l'histoire. Bon, ça peut être considéré comme un spoil, donc timecode. Et en fait, on suit Gus qui a 9 ans. C'est-à-dire qu'il a été mi-homme, mi-animal, mi-ours, mi-scorpion derrière, tout ça tu connais, avant que tout le bordel de l'épidémie se passe. Et en fait, on va le suivre, lui et un autre gars qui le recueille, à travers une épopée en mode ils vont chercher pourquoi il est comme ça en fait. On va parler de l'histoire après. Le dessin est affreux, hein. Je suis désolé, mais autant ça s'améliore sur les derniers numéros. Oh mais les premiers numéros c'est un calvaire, c'est un putain de calvaire, je suis désolé hein, pour les gens qui aiment Jeff Lemire, mais... Je vous montre les premières pages, vraiment waouh, c'est pas fou quoi. Un gros point de l'histoire, c'est que il est super mignon, il est super
gentil, il est super fragile, doux et tout. Et le dessin le rend tellement frêle, c'est ça le mot, il le rend frêle. T'as l'impression que tu vas tourner la page trop fort, tu vas lui faire mal. C'est un truc qui t'immerge totalement dans l'histoire. Par contre, pour les autres persos, c'est... Je vais vous montrer le mec avec qui il fait la route. J'imagine qu'il y a des gens qui vont aimer le style, mais moi je suis pas fan du tout, quoi. Vraiment pas. Je pense que je pourrais faire abstraction de ça si vraiment l'histoire me passionnait. Ce qui n'est pas le cas. Je trouve l'histoire accrochante, je veux dire, j'ai un peu envie de savoir, mais, tu vois, j'arrêterai à ce tome-là, je pense pas que ça me dérangerait de pas savoir. Parce que vraiment, en autant de pages, bah j'ai pas spécialement accroché, quoi. Les gens qui ont fini, essayez de me motiver un peu, franchement, si vous pensez que ça mérite. Les couleurs cassent pas trois pattes à un canard non plus. Je suis tellement démotivé en vrai. C'est juste que l'histoire de base me passionne pas spécialement, un peu mais vite fait, quoi. Et le dessin vraiment me fait décrocher. Donc bah, voilà, si Sweet Tooth c'est votre poulain, essayez de le défendre s'il vous plaît. Mais pour le moment là, j'ai vraiment pas envie d'acheter la suite. Hein. Est-ce que ça finira sur la pile de la honte? Seul le temps et les commentaires nous le diront. Ah, par contre on passe sur un truc très très cool. En fait j'ai un plan qui est un peu foiré. De base je voulais lire le tome 2 de Gideon Falls, ok. Le truc c'est que je me suis dit ouais j'ai plus trop le tome 1 en tête. Et du coup je me suis dit bah je vais relire vite fait le tome 1 pour enchaîner sur le tome 2. Sauf que, bah évidemment, j'ai pas eu le temps de lire le tome 2 entre-temps. Donc, eh ben, on va reparler du tome 1. Maintenant que vous êtes un peu plus sur la chaîne, je vais pouvoir en parler à une plus grande audience et vous dire à quel point cette série est absolument fantastique. Ce qui est le comble, parce que c'est Jeff Lemire qui écrit Gideon Falls. Bon, c'est pas du tout les mêmes genres, mais la qualité d'écriture et la hauteur du scénario ne se vaut tellement pas, je trouve. Donc scénarisé par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino. Andrea Sorrentino, j'ai eu un rapport très compliqué avec lui. Il faut savoir que les premières pages d'Andrea Sorrentino que j'ai vues, c'était sur son run de Green Arrow des New 52. Et j'avais acheté les 2 premiers tomes. Et c'était une série où... Enfin, c'était une période où je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de me lancer activement dans les comics. Je trouve que son style ne se marie absolument pas avec le super-héros. Mais putain, sur Gideon Falls, quoi. Quel bonheur. Gideon Falls, c'est un comics thriller horrifique, on va dire. Où on va suivre 2 histoires en parallèle. On va suivre l'histoire de... J'ai oublié son prénom. Norton, évidemment Norton. Qui est un jeune homme avec pas mal de problèmes psychologiques. On le voit fouiller les poubelles, il récolte des petits morceaux de trucs, enfin voilà, on comprend pas trop. Et aussi on va suivre l'histoire du père Wilfred, qui est un pasteur ou un prêtre, un pasteur je crois, qui s'installe dans la petite ville de Gideon Falls, enfin c'est son séminaire qu'il a envoyé là-bas. Parce que le prêtre qui était là-bas avant est décédé, et du coup il va prendre la relève. Et en fait tu comprends qu'il y a des circonstances un peu bizarres sur la mort du prêtre qui était là avant lui. En même temps t'es plongé dans les délires psychologiques de Norton et tu sais pas trop ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en arrive là. C'est une série qui est pleine de mystères, et en parallèle t'as toute cette construction autour de la Grange Noire. Au fur et à mesure de l'histoire tu vas vite découvrir que tout est un peu lié via des points extrêmement cool. Le dessin se marie parfaitement avec le côté perché du scénario qui crève le plafond, plus perché que la cave du mille, c'est pour vous dire. Et en fait, quand tu lis ça, ce que je trouve génial, c'est que rien ne fait sens, mais en même temps, tu sais que tout a un sens, en fait. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans les comics d'horreur, lisez Gideon Falls. Hein. On va enchaîner avec la dernière lecture VF, parce qu'après, on a un putain de paquet de VO à discuter, les gars, avec le volume 14. Oh, qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est bon. The Walking Dead, l'édition Prestige, bien entendu. Qu'est-ce que c'est génial. Alors, je vais pas trop en parler, parce que tout ce qui conditionne ce tome-là, c'est ce qui s'est passé dans le tome d'après, donc je peux pas vous en parler sans tout vous dévoiler, et c'est chiant. Si vous voulez vraiment aucune info, timecode. Ok? Comme ça, au moins je peux en parler un peu. Sans vous dire ce qui s'est passé dans le tome 13, en gros, les chuchoteurs... Donc là, c'est la partie avec les chuchoteurs. Les chuchoteurs sont un peu mal, tu vois, mal en point. Et en gros, c'est quasiment la fin de la guerre entre le groupe de Rick et les chuchoteurs. Tout ce qui s'y passe est fou, quoi. Par contre, la fin, ça m'a brisé le cœur. Il y a un personnage qui meurt, un personnage auquel t'es vachement attaché. Enfin, moi, j'étais vachement attaché. Et j'étais pas prêt à la mort de ce personnage-là. Et tu vois, c'est cool, parce que réagir comme ça montre que t'es investi dans la série. Donc c'est bien. Plus que 2 tomes avant de finir l'aventure Walking Dead. Ce fut une sacrée épopée. Voilà. Je rendrai un hommage comme il se doit à cette série qui est absolument formidable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, déjà, bon, je vous le dis à chaque fois, mais Negan est fabuleux. Negan, il me fait rêver, vraiment. Les dialogues de Negan sont d'une justesse. C'est trash, c'est crade, c'est violent. Ce qui rend Negan absolument fou, c'est que tous les personnages parlent normalement. Voilà, t'en as pas un plus haut que les autres, on va dire. Et t'as lui qui relève le tout. Et forcément, il se démarque du reste. Ce que je peux dire aussi, c'est que même si le dessin de Charlie Adlard, il est pas des plus détaillés et que, en 2021, en dessinateur, on fait clairement mieux, les scènes de baston, les scènes de guerre, les scènes où t'as beaucoup de morts, au niveau du découpage des cases, sont vachement bien faites parce que t'arrives à vraiment capter chaque frame, chaque tir, t'as l'origine du tir, t'as l'arrivée. En fait, tu perçois vraiment bien, sachant que dans une guerre, c'est le bordel, c'est le principe,
t'arrives vraiment à capter tout ce qui se passe. Tu sais que t'as eux qui sont à tel endroit, qui sont en train de faire ça. Tu sais que t'as lui qui a couru dans tel endroit. Tout est bien divisé, tout est très organisé. Tu captes tout, t'es pas là à te dire attends, il était où là? T'as vraiment aussi la dramaturgie du truc parce que le scénario est tellement puissant que tu t'inquiètes pour les personnages, tu t'inquiètes pour ce qui peut leur arriver parce que quand t'es pas spoilé, tu sais pas qui meurt, qui vit, qui quoi. Même si on s'est jamais trop éloigné du concept, on est dans une série de zombies. Là, pour le coup, on est dans un comics de zombies. Un truc qui a pu se perdre un peu, enfin pas se perdre, mais vraiment beaucoup se diluer parce que c'était souvent un groupe d'humains contre un groupe d'humains. Et bah là, t'as le zombie qui est remis au milieu. Alors ça reste le même zombie lent, nul, dégueulasse, tu vois. Mais il a un vrai intérêt à jouer, et c'est pas juste un machin qu'on fout dans les décors pour dire que c'est une série de zombies. Et ouais, pour conclure sur ce tome-là qui est absolument fou, la fin est... Elle est triste et poignante, et en même temps tu te dis qu'elle est nécessaire, parce que sinon le comics ne serait pas ce qu'il est. Je sais que beaucoup de gens aimeraient commencer Walking Dead, mais qui sont un peu repoussés par le fait que c'est très long, je suis d'accord. En même temps, dites-vous, moi tu vois, je le vois comme ça, je vous explique un peu la psychologie du truc. Je me dis que dans tous mes achats, j'ai une série tout le temps, une série longue en cours. Là, je vais finir Walking Dead, je pense que la prochaine, ce sera Sandman. Tu te dis que tu prends un tome par mois. C'est un truc que tu lis sur le temps, t'es pas pressé de toute façon. Franchement, ça se lit super bien, t'as le temps d'être ventilé un peu, tu t'imprègnes du truc, et puis ce sera nickel. D'ailleurs, je vous ai jamais dit, je sais pas si vous voyez derrière, je vous raconterai peut-être l'histoire un jour de pourquoi cette sorcellerie. J'ai le tome 2, et ensuite je passe au tome 5 jusqu'au tome 14. Voilà. Si vous voulez savoir, abonnez-vous. Oh, le karma qui m'a puni là. J'ai réclamé des abonnements. Je suis deg. Là pour le coup c'est vraiment mitigé. Donc on va commencer par les trucs qui m'ont déçu. Et puis ensuite on va finir sur le positif. Parce que le positif c'est bien. Commençons avec une série que j'ai commencé ce mois-ci et que je terminerai ce mois-ci parce que je l'arrête. C'est Two Moons. Two Moons, une série de chez Image. J'ai pris le premier numéro quand il était sorti. Et là j'ai le deuxième qui est arrivé. Que j'aurais présenté dans la vidéo de la semaine prochaine, mais je le présenterai pas parce que voilà, j'arrête la série. En fait, j'ai lu directement quand je l'ai reçu pour confirmer ma pensée. Alors, Two Moon, c'est une série qui m'a vachement plu dans l'idée, enfin dans le pitch quoi, parce que tu suivais un Indien qui faisait partie de je crois de l'Union pendant la guerre de sécession. Et le pitch tournait autour du fait que il venait d'une famille où il y avait des pouvoirs, parce qu'il est, il est natif américain, et du coup il a des pouvoirs dans sa famille, machin. C'est scénarisé par Jenna Courdy, et le dessinateur, je peux pas prononcer son nom, je suis désolé, donc je vais devoir le lire, c'est Valerio Giangiordano. En plus, je crois que c'est présenté comme une série d'horreur, et rien à voir, vraiment. Je vais vous montrer en plus, le dessin est pas dégueulasse, franchement c'est assez sympa. Le style est vraiment cool, les couleurs vont vraiment bien, genre tout est bon. Sauf que le vrai problème avec cette série, ce qui est vraiment dommage, c'est que, j'ai lu 2 numéros, donc j'ai quand même lu, c'est 4$. J'ai lu 8$ de comics, et je n'en sais pas plus sur l'histoire. On connaît pas les enjeux, on connaît pas le pourquoi, en fait on sait pas pourquoi on lit ça. Et c'est ça le vrai problème, et c'est le principe d'un comic, c'est que on te fout des gros cliffhangers pour que tu reviennes au numéro d'après. Le cliffhanger du 1 pue la merde, j'ai pas honte de le dire, c'est nul. T'as pas spécialement envie de revenir sur le numéro 2, pour pas vous mentir. Je l'ai pris pour confirmer, parce qu'en plus les covers, enfin surtout celle-là, elle est vraiment sympa. Et tu lis et tu comprends rien, parce que tu sais pas pourquoi tu lis. Donc voilà, j'arrête la série, c'est une énorme déception, parce que vraiment le thème me chauffait bien en plus. Parce que voilà. Continuons avec une autre déception, mais là pour le coup, je pense que je vais attendre qu'Urban fasse une édition. Tu sais, que le truc sorte en VF avec tous les numéros compilés pour qu'on ait tout, qu'on soit tranquille, que j'ai pas à chercher tous les one-shots à côté, ça me casse déjà les... Le numéro 1 de Crime Syndicate. En gros, c'est la Justice League de la Terre 3 qui est partie en couille pendant les New 52. Le truc, c'est que déjà, c'est très cool qu'ils fassent une série sur eux, et c'est décrit comme les origines. Et je sais pas vous, mais moi, quand on me dit ça, je suis en mode, bah, il y a la Justice League de base, et on va voir comment ils sont devenus méchants. Le truc, c'est que, en fait, ils ne se connaissent pas vraiment, et en fait, ils sont méchants de base. Tu sais pas pourquoi ils sont méchants. T'as déjà Flash qui ressemble à Octane dans Apex, là, on sait pas pourquoi. Ce que j'attendais de la série, bah, c'est pas ça. Voilà, donc c'est un peu la déception du truc. Au-delà de ça, c'est que, en fait, il te tease, rien que dans ce numéro-là, il te tease 2 one-shots pour les origines des persos, en plus, à côté, tu vois. Et je suis en mode, est-ce que j'ai envie de me taper 6 numéros de la série, plus chercher chaque one-shot et tout? Flemme. En plus, ce sera bien plus joli dans un bouquin d'Urban. Je pense que ça va être très sympa à lire, donc vous prenez pas la tête, attendez l'édition reliée. Pour qu'il y ait tout simplement. Ok, là je vais me faire des ennemis. Je le classe dans la partie déception. En soi, c'est pas une mauvaise série. C'est juste que je suis resté sur ma faim, mec, mais genre j'aurais pu bouffer un tacos de viande après, tu vois. La fin est honteuse. Là, vous êtes déjà en train d'écrire dans les commentaires, mais quoi? Donc The Resistance de Straczynski et de Mike Deodato Jr. c'est récemment sorti chez Panini en VF. J'ai pas mal de problèmes avec cette série. Problème numéro 1, moi on me l'a pas vendu comme une série de super-héros. Quand le numéro 1 sort, et que tu lis que le numéro 1, tu suis une série post-apo, tu suis pas une série de super-héros. À aucun moment, bon, les dernières pages, elles t'en parlent un peu,
mais à aucun moment on te fait comprendre que t'as des gens qui vont essayer de se battre pour le bien, ou tu as tout le concept de super-héros à part des pouvoirs. Donc déjà pour moi il y a eu une grosse méprise sur ce qu'est la série. Deuxième problème pour moi, c'est que, genre vraiment, la série, c'est un putain de roller coaster. Tous les numéros ne se valent pas. Tu vois, t'as le numéro 1 qui te parle d'une série post-apo. T'as le numéro 2 où t'as un mec qui a des pouvoirs et il va postuler, le mec c'est My Hero Academia ou c'est One Punch Man, comme vous voulez. Il va postuler dans une agence pour devenir super-héros. Et après, ça part dans le dur avec la résistance. C'est vraiment un comics en dents de scie, et c'est un truc qui me déplaît fortement. Maintenant, ce qui est cool, c'est les dessins, t'en prends plein la tête. Mais, en fait, t'as 2 séries qui vont venir après ça. Je m'attendais à lire une série, un début, une fin. Et la fin, elle te dit juste, bah reviens dans la série d'après pour voir la vraie fin. Et j'ai juste pas envie d'être pris comme un couillon. Là, j'ai même pas envie de lire la suite, tu vois. Cette série m'a fait prendre conscience d'un truc. Je pense juste, encore plus après le long débat que j'ai eu sur Twitter avec des gens sur Invincible, je pense juste que je ne suis pas fait pour le comics de super-héros indé. Le concept de super-héros m'ennuie. Mais là, il y a le malus de je m'attendais pas à lire une série de super-héros. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment mitigé pour The Resistance et pour tous les titres dont je vous ai parlé en VO juste avant. Par contre, on va passer sur du bon. Et là, ça fait plaisir. On va commencer par une petite lecture sympathique. Voilà. Chez Awa, qui est Hotel. Hotel, donc là c'est le TPB que j'ai pris. C'est une série d'horreur en 4 numéros. Comment je pourrais décrire cette série, putain? Il y a un délire à la American Horror Story à l'hôtel Cortez, si vous avez vu la saison. En fait, tu vis une journée de 4 points de vue différents. Les dessins, c'est Dalibor Talagic qui a notamment fait du Ghost Rider, il faut que je le note. Et c'est scénarisé par John Lees qui, j'ai cru comprendre, a fait du Tortue Ninja. Alors, dans Hotel, on va suivre à 4 personnes, mais 4 histoires différentes qui se passent la même journée. Et en fait, tu vas te rendre compte que les 4 sont un peu connectés, parce que bah, ça se passe dans un hôtel, donc forcément, ils sont côte à côte, tu vois. En fait, le principe de l'histoire, c'est que c'est un hôtel qui se trouve sur la route 66, mais c'est un hôtel qui apparaît quand on a besoin. Quand on a besoin dans ta vie, quand t'as besoin qu'un truc change. Il y a du gros surnaturel dedans, il y a vraiment des choses qui sont inexplicables, donc ça peut donner des facilités de scénario, mais qui pour le coup sont pas abusées. Ce que j'adore avec cette série-là, c'est que t'as vraiment juste le temps d'être choqué, et pah, c'est fini. L'épisode est terminé, on passe à autre chose. Donc t'as des choses, t'aimerais en savoir plus, il y a des choses, t'aimerais comprendre un peu plus, et on te laisse que le peu d'informations que t'as. Et c'est un peu frustrant, mais en même temps, tu te dis que t'as le choc émotionnel de la lecture. Alors, dans le premier épisode, on va suivre une femme qui est enceinte et qui se réfugie dans l'hôtel. Dans le deuxième, on va suivre un couple qui arrive des trucs. Dans le troisième, on va suivre une femme qui cherche l'hôtel. Et dans le quatrième, on va suivre... alors, je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais on va suivre... 2 mecs qui vont essayer de faire un exorcisme. Ce qui est sympathique avec cette série, c'est que les premières pages de chaque épisode, tu vois le... C'est quoi? C'est le gérant de l'hôtel, enfin le mec qui gère l'accueil en gros, qui te parle à toi. Il brise le 4e mur, et il te parle de l'hôtel, il te parle de pourquoi il disparaît, pourquoi il apparaît, de pourquoi les gens ont besoin d'y venir. Il te met vraiment dans le contexte du truc, et c'est vraiment charmant. Alors, je vais pas vous la vendre comme la série de l'année, parce que ça l'est pas. C'est sympa à lire. C'est un truc que peut-être je relirai avec plaisir de temps en temps, mais ça reste que 4 numéros, c'est vachement court. Par contre, j'adorerais voir un univers étendu là-dedans. Ok, on va enchaîner avec un truc, j'avais un peu peur, et au final, c'est très cool. Le numéro 2 de... Aïe, je me suis griffé. Le numéro 2 de Man Bat. Je vous avais exprimé tout le positif que j'avais pour cette série, mais aussi toutes les craintes que j'avais, parce que à la fin, on t'inclut vraiment beaucoup et très fort la Suicide Squad. Et j'étais en mode, si j'ai envie de lire la Suicide Squad, je lis la série Suicide Squad. Sauf que là, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de lire du Man Bat. Il y a totalement la Suicide Squad dans ce numéro-là, mais c'est pas dérangeant, parce que c'est quand même vachement centré sur Man Bat, c'est concentré sur son histoire, avec le Suicide Squad autour. La fin suggère que la Suicide Squad est écartée, et qui va se repasser à un autre truc. Donc là-dessus, c'est plutôt cool, je suis assez rassuré. Les dessins de Sumit Kumar sont toujours fous. Et putain, j'ai encore une fois oublié le nom du scénariste. C'est Dave, je crois. Dave Veilgos. Pour le moment, comment ça part, je vous invite vraiment à vous intéresser quand ça sortira chez Urban. Alors, il y a le temps. Attendez, parce qu'il y a 5 numéros, on en est qu'aux 2. Il y a le temps. Je vous pousserai sûrement pour aller la voir, parce que c'est vachement cool. Enchaînons et terminons avec du Image. Les numéros 5 et 6 de The Department of Truth. Alors... Le 6 n'est pas dessiné par... Qui dessine? Par Martin Simmons, évidemment. Le 6 n'est pas dessiné par Martin Simmons, mais par Elsa Chartier. Du coup, le style est infiniment différent. Mais genre, infiniment. J'ai vu que beaucoup de gens avaient craqué grâce ou à cause de moi, je ne sais pas. Sur Twitter, pas mal de gens m'ont tagué en mode allez, j'ai pris le TP pour voir, machin. Donc voilà, les dessins en général de Department of Truth ressemblent à ça. Et ben les gars, dans le 6, c'est un livre pour enfants. Hein. Voilà, ça change. Alors les premières pages... Franchement, ça fait mal. Le dessin a une raison d'être. Et justement, je pense que Martin Simmons n'aurait pas été adapté pour ce qui se passe dans ce numéro-là. J'ai toutefois quelques doutes à émettre sur ces numéros-là. Il n'y a pas l'excitation des premiers numéros où je vous en parlais dans tous les sens, limite plus que de Ghost Rider, c'est vous dire. Là, on a redescendu un peu en intensité, mais c'est pas plus mal. On souffle un peu. Le seul problème, c'est que je trouve qu'on se perd un peu dans l'histoire. Autant à partir des premiers numéros, on comprend les enjeux, que t'as ce département du gouvernement qui est caché,
qui essaye d'endiguer un peu les fausses infos pour pas que le monde parte en couille. T'es partagé entre toutes les grandes histoires avec le Black Hat, qui est censé être le méchant central, et avec l'organisation du département, et à côté de ça avec les histoires personnelles du personnage principal, que tu vois pas tant que ça au final. Je pense très clairement que le 6, on aurait pu s'en passer de l'histoire, ils auraient pu faire autre chose à la place, c'est pas grave. Mais la série est toujours aussi spéciale, donc c'est pour ça que je suis pas prêt de la lâcher. Et terminons avec une série où j'étais très sceptique, et au final, je suis très content, voilà. Elle est très cool. Crossover, les numéros 3 et 4. Crossover de Nick Yates, voilà. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? C'est une série qui fera plaisir aux vieux de la vieille, et pour autant, les nouveaux seront pas perdus. Enfin, quand je dis les vieux de la vieille, c'est ceux qui lisent du image depuis très longtemps. Alors, il y a des rêves, j'imagine, ou tu as des cliffhangers visuels que tu n'as pas, que tu ne comprends pas. Par contre, après, il te l'explique et t'es en mode « Ah !» Les dessins sont vachement cool, et en fait, cette série me fait rire parce que t'as un narrateur qui... on dirait un film comique, le truc, c'est que... tu vois, t'as des personnages un peu stylés, un peu braves et tout, qui se présentent, et t'as le narrateur qui va dire « Ah ouais, lui, ouais, c'était un naze, mais t'inquiète, il est fort. » Il te parle comme ça, vraiment en mode « T'inquiète, ça ira. » Ça se passe plutôt bien pour le moment. Bon, après 4 numéros, on a quand même envie d'arriver au climax, quoi. Parce qu'on te tease un truc depuis le numéro 2, qui n'arrive toujours pas dans le 4. Il est temps là. Toutefois, est-ce que cette série mérite autant de buzz? Parce que moi, personnellement, j'en ai entendu parler absolument partout. Elle est très bien, cette série. Je sais pas si c'est la série du siècle non plus. En tout cas, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça. C'est... très cool. Voilà tout le monde pour ces lectures d'avril, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez lu, si vous aimez le contenu et la chaîne et cette ambiance tamisée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout le tintouin que ça vous connaissez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!